Je vais commencer alors par un constat très simple. Donc moi, je ne suis pas spécialiste de Blaufuchs mais de Perec, donc je vais vraiment parler de Perec, mais on va voir avec simplement en jetant un petit coup d'œil aux images autour de nous. Donc il y a vraiment des résonances très très fortes. Alors si on s'intéresse à Perec, on se rend compte que la photo est très très présente dans l'ensemble de son œuvre, qu'elle soit décrite ou non. Alors donc dans mon document, donc il y a plein de citations que je ne vais pas lire, hein, comme ça je vous rassure, mais c'est pour vous. Si vous regardez la première, donc c'est un extrait de son premier roman, Les choses, publié en 65. Voilà, il est question de photos. Et ce genre d'énoncé est vraiment très, très fréquent. Donc la photo est souvent mentionnée comme elle l'est là. Elle est aussi parfois, on le verra, vraiment un générateur de l'écriture dans son œuvre, c'est-à-dire qu'il écrit à partir de photos. Et puis parfois, il y a vraiment des images dans certains livres. Donc il y a aussi une confrontation avec de vraies photographies. Et puis en même temps, il est très frappant que ces photos ou cette photo, elle soit de manière presque constante dévalorisée. Donc là aussi, vous allez avoir un échantillon que j'essaie de faire représentatif, c'est-à-dire que Perec parle tout le temps, souvent de photos, et en même temps, il la présente comme quelque chose de fragile, de fictif aussi, et au fond, de fondamentalement décevant, voire trompeur. Alors, si vous regardez l'exemple 2, qui est tiré de La boutique obscure, qui est un livre moins connu, qui est un recueil de récits de rêves, alors il me semble très parlant cet exemple, je vous lis juste la fin, mais ces photographies dont le titre avait quelque chose d'alléchant ne sont que de minces rondelles de cuir pliées en deux et ne montrent que de vagues stries grisâtres. Donc on voit que la photo ici, elle est doublement décevante. Son ancrage référentiel nécessite apparemment un recours au verbal, un titre qui est même dit alléchant, et pourtant ce titre ne parvient pas donc à empêcher l'évanouissement finalement de toute représentation. Alors cette méfiance à l'égard de la photo, on la retrouve et on le verra tout à l'heure dans un film. Perec est aussi l'auteur, alors toujours en collaboration, de quelques films, et notamment un très beau documentaire qui s'appelle Récit d'Ellis Island, qu'il a fait avec Robert Baubert, où il y a dans l'image en fait des photographies grand format installées dans l'espace qui est filmé. Il y a aussi un album avec des photos qu'il feuillette à l'écran et qui n'est que partiellement lisible pour le spectateur, qui est caché. Donc là aussi, c'est une manière de montrer la photo, puis en même temps de la cacher, de l'interdire d'une certaine façon. Alors on peut aussi regarder l'exemple 3, ça c'est son grand roman de 1978 qui avait obtenu le prix Médicis, La vie mode d'emploi. Il y a un personnage de miniaturiste donc, qui fabrique notamment des petits médaillons pour y glisser par exemple une boucle de cheveux. Au dos, on a un portrait, le portrait d'un être cher, et donc vous voyez le texte réalisé à partir d'une photographie le plus souvent douteuse. Et à force de lire et de relire l'œuvre dans cette perspective, on a l'impression que cet adjectif douteuse, pour Perec, c'est un petit peu une épithète de nature de la photo. Vous savez, comme dans les épopées d'Homère, on a toujours Achille au pied léger, Hélène au bras blanc, et on a l'impression que pour Perec, l'épithète de la photographie, c'est douteuse. Elle est, d'une certaine façon, une espèce d'opérateur de vacillement référentiel, d'indistinction. Alors, je ne lis pas tout, mais si vous parcourez la citation suivante qui est empruntée à Un homme qui dort, son roman de 67, qui est un roman en tu, on peut faire exactement le même constat. Alors pour parler de cette question de façon un petit peu plus concrète, donc pour faire peut-être, j'espère mieux sentir cette conjonction paradoxale entre un dédain qui est affiché et en même temps une présence visiblement recherchée. Je vais l'aborder sous un angle qui est assez peu fréquenté quand on s'intéresse à Perec. C'est un projet où lui-même a été photographe lors du voyage qu'il a fait vers Ellis Island. Alors, cet endroit, Ellis Island, il est défini par Perec lui-même dans la citation 4. Donc, c'est une île qui se trouve dans la baie de New York et qui a été, donc, comme il le dit, il s'est documenté, donc ce qu'il écrit est exact, jusqu'en 1924, en fait, c'était le centre d'immigration, et notamment pour tous les immigrants qui venaient d'Europe, donc pour toute cette partie des États-Unis.
Donc pour lui, c'est un lieu qui est très chargé en fait, d'une histoire potentielle, comme on va le voir, puisque Pérec a un nom qui a l'air breton, mais c'est un juif polonais dont les deux parents sont morts pendant la guerre, son père comme soldat, très peu de temps avant l'armistice, il s'était engagé dans la Légion puisqu'il n'était pas français, et puis sa mère a été arrêtée comme juive, déportée et gazée à Auschwitz. Donc justement, ses parents n'ont pas fait ce voyage vers les États-Unis qui aurait pu les sauver. Et Pérec a choisi délibérément, à l'époque bien sûr, en 79-80, on pouvait très bien prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Lui, il a choisi de faire ce voyage en cargo. Donc pour retrouver ce temps long du voyage en bateau, qui était bien sûr l'expérience de ces immigrants européens. Donc si vous voulez, on peut diffuser les Polaroids. Alors c'est une série, donc c'est bien un des Polaroids de Pérec. Donc je vais en parler parce que mon propos c'est pas tellement de les décrire un par un, mais vraiment de vous présenter la série, ce qu'on peut en dire, en même temps qu'elle défile. Alors, donc, ce ne sont pas des photos qu'on retrouve dans le livre. Si vous connaissez le livre Récit d'Ellis Island, donc Pérec et Baubert ont fait un film. Ensuite, on en a une version livre avec pas mal de photos qui sont en fait tirées du film et qui sont aussi des photos qui figurent à l'intérieur du film. Ça, c'est autre chose. Donc, c'est une série de Polaroids que Pérec a pris lui-même lors du voyage en cargo, et plus précisément, il en a retenu 39, c'est ceux que vous voyez là, qu'il avait réunis, collés dans un album qu'il avait donné au plasticien Jacques Pauly, donc pour un projet commun qui finalement n'a pas abouti. Donc en les voyant, vous voyez que ce sont des clichés qui ont un côté très géométrique. Il y a la forme de la grille qui revient, parce qu'on a des photos de containers, c'est un vrai cargo, donc avec une sorte de quadrillage. Il y a des portions de bastingage, il y a aussi un alignement de hublots à un moment qui est déjà passé, je pense. Et puis donc là, on retrouve cette idée d'épuisement. Donc Raphaël Thomas l'a rappelé, il y a ce texte tentative d'épuisement d'un lieu parisien où il essaie effectivement d'épuiser les choses, donc les gens qui passent, les voitures, les bus, les pigeons qui décollent, qui se posent. Et là aussi, il essaie d'épuiser cet espace restreint et monotone du cargo en pleine mer. Donc vous voyez, au fur et à mesure que ça passe, en fait, en gros, on peut dire qu'il y a trois motifs dans ces photos. Il y a les containers qui sont sur le pont, des portions du pastingage, puis bien sûr la mer, le ciel qui figure sur l'ensemble des clichés. Donc on peut dire que l'épuisement ici, il est double. Donc il y a cette dynamique exploratoire dont on a déjà parlé, mais je crois qu'ici l'épuisement, on peut aussi l'entendre au sens ordinaire du mot en français. Il y a aussi une perte, une déperdition référentielle. Je crois que ces 39 Polaroids, on peut les recevoir aussi comme la mise en série d'une disparition photographique. Alors, vous voyez, alors là, ça tombe bien au moment où je le dis, cette photo complètement surexposée, en fait, où on voit pas grand-chose. Donc, il y a leur caractère d'origine qui le disent, les cadrages, parfois le motif apparaît à peine, l'exposition, qui est souvent une surexposition, la mise au point, certains sont flous. Et puis aussi, il y a les traces de leur vieillissement. Alors, si vous avez déjà pratiqué le Polaroid, vous le savez, puis on le voit en regardant ceux de Daniel Blaufuchs, ce sont des images très fragiles. Et là, il y en a plusieurs où on voit vraiment des altérations qui sont dues tout simplement au temps qui a passé. On voit des traces de doigts sur certains. Et c'est quelque chose que Pérec a assumé, qu'il a transmis comme tel donc à Jacques Pauly pour qu'il en fasse quelque chose sur le plan artistique. Donc voilà un exemple d'image où on voit presque rien, la mer, le ciel et puis un tout petit fragment du bateau, donc un évidement, une perte. Il y a aussi le brouillard qui est présent sur plusieurs clichés, donc qui évidemment produit une dissolution des formes. Alors là, un exemple de surexposition. Alors d'ailleurs, j'ai remarqué en découvrant l'exposition tout à l'heure, il y a quelques Polaroids de Blaufuchs aussi qui sont un petit peu surexposés. Donc évidemment, ça produit un effet. Enfin, en même temps, on se dit, j'imagine qu'on est un certain nombre ici à avoir pratiqué la photographie argentique au siècle dernier. Donc là, on se dit presque, c'est le genre de photo
photos qu'on ne nous aurait pas facturées dans un laboratoire du XXe siècle, parce que bon, on voit plus grand-chose. Et puis en même temps, c'est pas inintéressant, parce qu'on a cet effet de brume lumineuse où les formes baignent de manière assez estompée. Moi, il me semble que ça revient tellement qu'on peut quand même se dire que ça relève d'une démarche concertée. Enfin, c'est en tout cas une hypothèse qu'on peut faire. Alors en plus, la lumière, évidemment, c'est le matériau même de la photographie, hein, c'est ce que veut dire le mot, en tout cas pour la photographie argentique, hein, inscription par la lumière, inscription lumineuse. Et ici, la lumière, elle devient plutôt le moyen d'une absence. Donc on a ces traces un peu évanescentes d'objets difficiles à voir. Puis à la limite, vous avez peut-être noté au début qu'on a donc une image, on se demande s'il n'y a pas une erreur dans le fichier ou un problème technique, on a un Polaroid complètement blanc. Et alors ça m'a beaucoup frappé, je ne sais pas si Blaue-Fuchs connaît cette série qui a été publiée, hein, mais qui est quand même pas très connue, parce qu'il y a aussi ici vous voyez à côté du Polaroid en noir et blanc de personnes, il y a aussi un Polaroid blanc, et puis tout là-bas au fond, la série de fenêtres, donc il a aussi un Polaroid où il n'y a rien en fait. Et donc c'est cet ordre-là qu'on voit, c'est celui qu'avait choisi Perec dans son album. Donc c'est pas anodin non plus qu'il ait choisi celui où on ne voit rien, hein, pour ouvrir la série. Alors il me semble, enfin c'est du moins la lecture que j'en fais, si on accepte cette idée un petit peu de perte, d'effacement du référent dans cette série, par le flou aussi comme ici, et il me semble que ce phénomène-là, il est comme redoublé par l'expérience du temps, ou plutôt les expériences du temps dont ils sont le lieu. Donc le Polaroid, hein, donc vous en avez peut-être fait l'expérience, c'est un type de photo qui implique une certaine immédiateté du processus photographique, donc par réduction de l'écart entre prise de vue et développement. On n'a pas besoin d'aller au laboratoire, hein. La photo sort au bout de quelques minutes, si ma mémoire est bonne. Il y a une deuxième expérience du temps qui se surimpose à celle-ci ici, c'est cette traversée de l'Atlantique en cargo. Donc, Perec s'en est un petit peu expliqué, qui procure vraiment l'expérience d'une espèce de suspension comme ça, temporelle. Et puis au-delà de ça, je crois que ces Polaroids, en eux-mêmes, réalisent une certaine expérience du temps, donc par cette exposition très, très manifeste au vieillissement qu'on a déjà remarqué avec ces traces de doigts, ces décolorations, en tout cas ces marques de détérioration. Alors, est-ce que c'est une manière de retrouver comme ça la fragilité des premiers tirages photographiques? Je ne sais pas, peut-être. Alors, en tout cas, avec ces Polaroids, Perec a choisi de photographier l'approche, donc l'absence. Hein, si on s'approche de quelque chose, c'est qu'on n'y est pas encore. Donc, d'un lieu, pour lui, Ellis Island, qui est un lieu qui a un statut particulier et délicat, puisque c'est, au fond, le lieu vide d'une mémoire simplement virtuelle. Donc, sous le numéro 6, hein, vous avez un extrait du texte qu'on appelle aujourd'hui Ellis Island. C'est en fait le commentaire du documentaire que Perec a rédigé, puis ensuite donc, qui a été publié. Alors ce documentaire, on peut le trouver en ligne. Il existe aussi, moi je l'ai apporté pour vous le montrer d'ailleurs, il existe aussi en DVD, il a été édité par l'INA, et c'est vraiment un très, très, très beau film. Et puis donc là, en plus, on a des commentaires, des bonus, des bonis, comme on dit. Et donc, voilà un extrait de ce commentaire. Donc, vous voyez au début, Perec écrit « Loin de nous dans le temps et dans l'espace ». Donc, le « nous », c'est lui et son collaborateur, Robert Baubert, hein, que vous connaissez aussi peut-être comme écrivain. Ce lieu fait pour nous partie d'une mémoire potentielle, d'une autobiographie probable, hein, puisque précisément leurs parents n'ont pas fait ce voyage donc, dans l'entre-deux-guerres qui aurait évidemment pu être salvateur. Alors cette idée que quand on parle de photos, il faudrait aussi parler de mort, d'absence, c'est quelque chose qui est devenu très très commun et banal en un sens, surtout depuis le livre de Roland Barthes, la chambre claire, hein, qui insiste beaucoup là-dessus. Mais c'est vrai, hein, c'est pas parce qu'on le dit souvent que c'est faux. Je crois que ça prend une valeur particulière pour Perec, et en particulier quand il fait ce choix, hein, du Polaroid, avec cette espèce
de transparence un peu laiteuse, un peu comme ça, aquatique, trouble. Il a quand même fait le choix d'une image qui, en elle-même, opère une dissolution, une disparition des formes qu'elle propose. Donc, vous voyez, une espèce d'assesse photographique avec ce travail photographique qu'on peut dire minimal ou, si on veut, qui assume complètement la maladresse du photographe amateur. Peut-être que Perec, ses premiers Polaroids surexposés, il n'a pas tant fait exprès que ça. Et puis, donc, il l'a découvert à peu près tout de suite, hein, puisque l'image apparaît très rapidement, et puis il l'a accepté, il a continué. Hein. Ça veut dire que même s'il n'y a pas au début un choix délibéré, il assume cette maladresse et ses conséquences, disons, plastiques. Alors quand je parle de travail esthétique, je pense aussi à ce contexte où la série a été réalisée, dans ce voyage au long cours comme ça pour aller en Amérique. Il y a une forme une expérience personnelle presque spirituelle, en tout cas un exercice éthique, une manière de se préparer à ce film sur Ellis Island, donc qui est pour lui le lieu finalement d'une double absence, donc un sujet difficile. Alors si j'ai commencé par cette série et puis par vous la montrer, c'est parce qu'il me semble que quand on observe Perec devenu photographe, disons que ça met en avant 3 caractéristiques de la photo qui sont centrales pour son œuvre aussi. Puis je vais parler un petit peu plus de ces 3 points dans la suite. D'abord, on voit bien cet aspect de construction plastique géométrique qui est vraiment très, très apparent dans toute la série. On est sensible aussi au fait que la photo est un objet exposé au temps, et ça c'est peut-être encore plus sensible avec des Polaroids qu'avec d'autres images. Et puis on est sensible aussi à quelque chose qui est très important pour Perec, le fait que, disons, sa pertinence quant au monde, sa pertinence référentielle est à minima sujette à caution, hein, est discutable. Alors je voudrais en dire un peu plus d'abord sur cette idée de la photographie comme construction. Alors en parlant d'un autre projet, mais où il n'y a pas d'image, où il y a simplement des descriptions d'images, vous connaissez peut-être le texte vraiment autobiographique de Perec, W ou le souvenir d'enfance, dont on voit la couverture de la traduction en anglais sur la grande photo en forme de livre de Blaufuchs, où on a justement une nature morte avec des livres, vous voyez un W. Donc c'est W, le souvenir d'enfance, donc traduit en anglais. Donc c'est une autobiographie, alors qui est une drôle d'autobiographie parce que les chapitres alternent entre des chapitres autobiographiques et puis une fiction, qui est un roman d'aventure dans la première partie, et puis disons une dystopie olympique dans la deuxième. Et pour ce qui est du discours autobiographique, en fait, tout est parti pour Perec de description en fait de photos de famille, et en particulier de 7 photos de famille dont il a hérité, disons, mais qui sont absentes du texte. Hein. Ça n'est pas un livre illustré, on ne voit pas de photos dans W, mais la photo, en tant qu'elle donne lieu à des descriptions, y est génératrice de l'écriture. Vous voyez la citation 7 où Perec s'en explique. Alors, tout ça vient du fait, je vous ai déjà dit qu'il a perdu ses 2 parents pendant la guerre très très jeune. Hein. Quand son père meurt, il a 4 ans. Quand sa mère est déportée, il en a 6. Alors elle a pris la précaution de le mettre à l'abri grâce à un convoi de la Croix-Rouge, donc il est dans le Vercors. Après, sa mère disparaît, et évidemment, sur le moment, on ne savait pas ce qui lui était arrivé, où elle avait été emmenée. Et donc, on peut penser que vraisemblablement, sa mort ne lui a jamais été dite. Hein. Donc, il y a une forme comme ça de redoublement de la disparition. Et le premier chapitre autobiographique du livre, qui est le deuxième, en fait, dans l'ordre de la lecture, commence par cette phrase « Je n'ai pas de souvenir d'enfance ». Alors, comment est-ce qu'on fait pour écrire son autobiographie quand on n'a pas de souvenir d'enfance? En l'occurrence, on peut parler d'une occultation traumatique, je pense, même si le vocabulaire est plus psychologique que littéraire. Mais il va partir d'images de mémoire qui sont toutes faites. Et notamment,
donc de photographies, de photos de famille. Alors par exemple, je vous ai d'abord donné sous le numéro 9, l'exemple 9, c'est une photo de lui-même enfant dans une petite voiture à pédales rouges. Alors quand on regarde ce texte, enfin, quand on le parcourt, c'est assez frappant que la description de cette photo, qui est une photo banale, hein, comme on peut en retrouver dans nos propres familles, elle débouche non pas en fait sur un souvenir. Donc la photo manifestement ne parvient pas à ressusciter des souvenirs pour lui, mais sur un enchaînement de discours rapportés, de discours d'autres personnes, donc qui met finalement doublement à distance le vécu de l'enfance. Vous voyez à peu près au milieu, une amie de ma grand-mère s'était réfugiée là, en Normandie, justement avec ses enfants, elle m'avait emmenée. Elle raconta à ma tante qu'elle me cachait sous un édredon chaque fois qu'il y avait un bombardement. Et la dernière phrase me paraît très très frappante. Elle avait peur, disait-elle à ma tante qui me le raconta par la suite, que je ne dise quelque chose qu'il ne fallait pas que je dise. Donc vous voyez, vous avez ce relais de parole, donc l'ami de la grand-mère qui raconte à la tante de Georges Perec, hein, qu'il a connu longtemps, qui lui raconte à Perec adulte qu'enfant, en fait, sa parole était interdite, hein, ne pouvait pas être énoncée. Et on voit bien que le recours à la description dans ce contexte-là, c'est une tentative, alors bien sûr incertaine, mais une tentative, alors peut-être pas de retrouver, mais de reconstruire par l'écriture quelque chose qui s'apparenterait à un souvenir. Donc d'où ce caractère où il y a un petit peu oblique, retors, peut-être décevant, hein, de la description photographique. Alors, il y en a d'autres des parents, hein, donc il a... Oui, merci, c'est gentil. Il y en a d'autres de ses parents, donc qu'il a à peine connu. Enfin, lui dit que, comme personne adulte, il n'a pas de souvenir de ses parents. Donc, sous le numéro 14, vous verrez la description du père. Et alors, j'ai essayé de reproduire la typographie du livre, où vous avez tout un appareil de notes. C'est pas moi qui me répand, c'est Georges Perec. Donc, parce qu'à plusieurs moments, il essaie de décrire ses photos, puis ça a avorté, il se reprend, il imagine des bouts de souvenirs, mais tout en ayant bien conscience que c'est sans doute de la reconstruction. Donc c'est pour ça qu'on a une mise en page un petit peu complexe. Donc c'est la photo du père qui fait l'objet de l'exemple 14 avec les notes de Perec, hein, qui sont très, 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 très nombreuses. Et puis sous le numéro 15, donc, et puis à la suite, vous avez la photo de la mère. Alors, à ce propos, à nouveau, on pense évidemment aux réflexions de Barthes dans la chambre claire. Spontanément, on se dit que la photo, c'est la mémoire. Oui, bien sûr. Et en même temps, Barthes a beaucoup insisté sur le fait que la photo aussi, ça pouvait permettre d'oublier. Quand on prend en photo, on met à distance, on prélève, on extrait du monde réel et peut-être de l'expérience vécue aussi. Donc peut-être que la photo, hein, ce serait aussi un moyen de mettre le réel à distance, de l'absenter. Barthes disait la photo, elle est mélancolique, la photographie est mélancolique, et on peut se dire que dans l'autobiographie de Perec, la photo rend peut-être possible le récit autobiographique justement parce qu'elle articule la présence à la perte. Et c'est peut-être ainsi qu'on peut comprendre le fait que ces photos, Perec ne les montre pas. J'ai vu d'ailleurs que dans un livre de Daniel Blaufux qui est en vente ici, il y a un montage photo où on a ces photos des parents de Perec et notamment la photo de son père en soldat, hein, dont vous avez la description sous le numéro 14. Donc les photos, elles existent, elles ont été publiées après, mais dans l'autobiographie, elles ne figurent pas, comme si pour aller jusqu'au bout de cette écriture de la perte, en fait, il fallait que la photo, elle consente à sa propre absence. Donc le lecteur de W n'a que ces textes, hein, qui parlent de photos et au moment de la publication qu'il ne pouvait pas voir. Hein. C'est plusieurs années après que les photos ont été publiées. Donc hein, c'est dire que cette mémoire, elle reste difficile et voire impossible. Et l'idée à laquelle j'arriverai, c'est finalement que la mémoire photographique, elle convient extrêmement bien à Perec par plusieurs de ses aspects. Elle convient extrêmement bien à la mémoire de Perec, parce que l'une et l'autre ne sont jamais données mais construites.
parce que toutes les deux aussi associent présence et absence dans une forme qui est également exposée au temps. Les photos décrites dans l'œuvre sont très souvent présentées comme vieillies, abîmées, jaunies. Si vous avez parcouru un petit peu les citations des romans, ce sont vraiment des notations qui reviennent, ou bien elles sont absentes. C'est le cas dans W ou le souvenir d'enfance, comme sont fragiles les images de la mémoire de l'écrivain. Alors après cette... oui, j'ai dit une bêtise il y a 5 minutes, je vous ai donné tout le texte qui concerne la photographie du père, qui est très long et très développé, mais pas celui sur la mer, parce qu'après on a fait peut-être un peu beaucoup de matière. En revanche, dans la suite, vous avez d'autres citations qui montrent comment, manifestement, cette idée que l'écriture née de photos, c'est quelque chose qui était important pour Pérec. Les exemples suivants sont tirés de son grand roman La vie mode d'emploi, qui est un roman immeuble. Il imagine un immeuble parisien dans une rue qu'il invente, d'ailleurs, qui n'existe, qu'on ne peut pas trouver sur un plan. La façade mentalement est enlevée, et puis chaque chapitre décrit ce qui se passe dans une des pièces. Et il y a beaucoup de descriptions d'éléments du décor et beaucoup de notations qui concernent la photo. Et très souvent, on voit que la photo, c'est un embrayeur du récit. Alors ça l'a été pour lui. Il avait une contrainte, il a eu plein de contraintes pour écrire ce roman, mais une contrainte d'inscription d'un élément de son quotidien dans chaque chapitre. Et ça pouvait être... à l'époque, une carte postale qu'il reçoit, donc avec une photo. Et donc là, vous avez un petit exemple sous le numéro 15. Et puis dans la suite, des passages de la vie mode d'emploi où on voit que la photo non seulement est présente, mais est présente comme un élément qui fait écrire, en fait. Et l'idée à laquelle j'arriverai finalement sur ce point, c'est que peut-être pour Pérec, la photo, elle fait écrire, elle peut produire de l'écriture, justement parce qu'elle n'est pas fiable, parce qu'elle est toujours plus ou moins douteuse. Alors, deuxième élément que j'avais annoncé, la question du rapport au temps. Là, je voudrais juste ajouter quelques points rapides. Alors, j'ai rappelé sous les numéros 21, 22 des citations qui sont très, très connues dans l'histoire de la photo et qui la lient bien sûr à la mémoire. Jules Janin, c'était un écrivain et journaliste du 19e siècle. Et donc là, c'est un article qu'il publie alors en 1839, c'est-à-dire l'année même où la technique photographique est révélée au monde. Il y a le savant Arago qui fait une communication à l'Académie des sciences pour y exposer la technique de Daguerre. Donc c'est l'année même de l'invention de la photographie, de la date qu'on retient comme telle, que paraît cet article. Donc évidemment, il y a des idées qu'on va retrouver tout le temps par la suite. Et puis ensuite, un petit extrait du texte de Baudelaire sur la photo. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un texte très très méchant, c'est vraiment une dénonciation très violente de la photographie à laquelle il reproche son narcissisme, notamment dans la photographie de portrait. Alors Baudelaire n'avait pas du tout anticipé les selfies, on ose à peine imaginer ce que ça lui aurait inspiré, mais néanmoins, bon, il y a quand même évidemment ce lien avec la mémoire qu'il ne peut pas ne pas poser. Alors pour ce qui est de Pérec, lui donc a un rapport qui va prendre un petit peu, si je puis dire, à contre-pied cette idée commune et cette idée juste, au point de faire alors, je ne sais pas si vous avez lu La Chambre claire de Barre, donc il parle ce qu'il appelle le punctum de la photographie, en empruntant ce mot latin, P-U-N-C-T-U-M, ce qui nous pointe, ce qui nous touche, ce qui nous attache à une photographie. Et Pérec, notamment, a préfacé, vous le voyez dans la citation 24, un recueil de photos de trompe-l'œil d'une photographe qui s'appelait Cookie White. Ce recueil s'appelle L'œil ébloui, et lui fait vraiment du punctum de ces photos-là, de ces trompe-l'œil, leur exposition au temps. Enfin, il assimile vraiment les deux de manière très, 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 très étroite, et on le voit bien dans cet extrait de sa préface. Alors évidemment, qui dit trompe-l'œil dit aussi caractère faux, fictif, ou du moins illusoire. Et alors, cet album et sa préface, évidemment, l'illustrent de manière tout à fait évidente. Mais je vous ai aussi donné
dans cette même perspective, les citations suivantes qui sont pour la plupart prises dans la vie mode d'emploi, hein, vous voyez jusqu'à la 28. Il y a aussi encore une petite note du cahier, de l'espèce de journal que Pérec a tenu dans son voyage en cargo. Un petit extrait d'Espèce d'espace. Et puis donc à nouveau la vie mode d'emploi et Ellis Island sous le numéro 32. Il y a à nouveau question d'évidence trompeuse des photographies. Et puis je termine cette séquence par les citations 33-34. On voit à plusieurs reprises des personnages du roman La vie mode d'emploi qui sont dits photographiés avec les yeux fermés. Et je me demande si dans ce contexte-là, cette manière d'insister sur des personnages photographiés qui ferment les yeux, évidemment c'est quelque chose d'assez banal et de vraisemblable. Là, on est ébloui, donc on ferme les yeux. C'est pas une manière d'amener le lecteur à s'interroger sur la possibilité finalement de saisir une expérience vécue par la photographie, hein, avec ces regards empêchés, impossibles. Alors évidemment, toute cette présentation qui paraît un petit peu négative, comme ça, pessimiste, la photo serait forcément du côté du douteux, de l'incertain, du faux, elle tient aux difficultés, voire à l'impossibilité de la mémoire pour Pérec. Et lorsqu'au contraire, on est face à une mémoire vive, vivante, là, les choses changent du tout au tout. Et on le voit notamment dans Ellis Island, lorsque Pérec parle du rapport très différent que Robert Baubert a avec ce lieu et avec la culture juive par rapport au sien. Pérec, étant orphelin très jeune, a vécu après la guerre avec une partie de sa famille qui se voulait assimiler, comme on disait à l'époque, donc qui avait complètement coupé tout lien, non seulement avec la religion, mais même avec la culture juive. Donc lui-même s'est senti comme privé en fait, de cette culture. Donc, il y a une rupture très très forte sur laquelle ce film et ce livre reviennent. Et c'est une situation qui n'a rien à voir avec celle de Baubert, qui fait au contraire partie d'une famille marquée par la Shoah, bien sûr, mais où la tradition s'est transmise de façon ininterrompue. Et là, on a une évocation de photos qui se fait d'une façon complètement différente. Vous voyez, après le signe de coupure, photographie précieusement conservée, signe d'appartenance sur lesquels se fonde son enracinement dans l'histoire. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le rapport à la photo et à la judéité qui est celui de Pérec. Donc on comprend que pour lui, la photo, elle conduise très vite du côté du trompe-l'œil. Donc je l'ai dit il y a quelques minutes, il a préfacé un recueil de trompe-l'œil. Et puis il a aussi écrit des poèmes sous contrainte bilingues qui s'appellent trompe-l'œil et qui sont des trompe-l'œil linguistiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trompe-l'œil linguistique ? Parce qu'il se trouve que lorsque les langues ne sont pas trop éloignées, comme le français et l'anglais, vous pouvez avoir des mots qui sont très différents dans ces deux systèmes linguistiques, mais qui, à l'écrit, se lisent, s'écrivent de la même façon. Par exemple, un chat en français, c'est le nom d'un petit félin domestique. Et en anglais, tout chat, c'est discuter. Et donc, il a réussi à écrire des poèmes, alors qu'ils sont très courts quand même, mais uniquement composés comme ça de mots qui peuvent se lire en français ou en anglais. Alors, le sens est un petit peu difficile. Le Mallarmé, à côté, c'est une poésie très lisible. Donc, il va très vite du côté du trompe-l'œil, évidemment, parce qu'il y a ce rapport à la fiction. Et finalement, on peut se demander si pour lui, le trompe-l'œil, ce ne serait pas la photo par excellence, puisqu'elle conjoint, évidemment, prise de vue et puis fiction. Alors, je vous donne juste en dessous un autre extrait de cette préface à l'œil ébloui, qui est un texte vraiment très intéressant. Vous voyez, tout au début, il y a le mot d'incertitude qui est présent, le rêve, le trouble, cette incertitude. Tout un pan de notre réalité nocturne vacille. Puis après, c'est très curieux, il y a quelques lignes, on a une description d'intérieur qui fait penser d'une certaine façon aux photos de la cuisine de Daniel Blaufux. On se demande ce que ça vient faire là. Et puis tout à la fin, l'idée d'une biographie fictive. Et puis Pérec termine ce passage en écrivant « Avant de se rendre compte que l'on n'a jamais été à Biarritz, le nom était mentionné, ni à Sofia d'ailleurs,
que l'on n'a jamais entendu Rigoletto, qu'on ne connaît aucun ministre plénipotentiaire, que d'Angerville n'existe pas. D'ailleurs, c'est vrai, parce qu'évidemment, je me suis demandé, mais qui c'est ce personnage? Je n'ai trouvé aucune trace, donc c'est manifestement totalement imaginaire pour Pérec. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez une écriture un petit peu lyrique, qui n'est pas du tout courante dans l'œuvre de Pérec, avec cette répétition de « avec », qui met sur le même plan les notations de la première énumération avec ces personnages de la biographie fictive comme il l'écrit, et puis tout ça va basculer en même temps à la fin dans la même fiction, dans la même fausseté. Alors je ne sais pas si vous avez lu le petit roman ou la grande nouvelle de Pérec qui s'appelle « Un cabinet d'amateurs ». C'est la description de ce qu'on appelle en peinture un cabinet d'amateurs, c'est-à-dire un tableau qui représente une collection de tableaux. Et puis on y croit, en fait, il y a des cotes, il y a des prix, il y a des motifs qui ne sont pas invraisemblables pour les peintres qui sont mentionnés. Et puis la dernière phrase nous dit en fait que tout ça est une mystification, qu'aucun de ces tableaux n'existe. Et puis le cabinet d'amateurs, évidemment, encore moins. C'est un tableau complètement imaginaire. Et là, alors malheureusement, la mise en page a fait que les textes 36 et 37 ne sont pas sur la même page, donc ce n'est pas évident de comparer. Mais si vous arrivez à le faire quand même, on s'aperçoit que la description de cuisine, en fait, qui semblait arriver vraiment de manière complètement étrange, dans la préface du recueil de Trompe-l'œil, où il n'y a pas du tout de photo de cuisine, hein, elle reprend des éléments de l'autobiographie de Pérec. Donc ce passage qui est un souvenir imaginaire. Hein. J'aurais aimé aider ma mère à débarrasser la table de la cuisine après le dîner. Il y aurait eu une toile serrée à petits carreaux, etc. Donc Pérec reprend des éléments, enfin, en les déplaçant. On retrouve la toile serrée à carreaux sans sa couleur. Le bleu passe au papier peint. La porcelaine de la suspension devient faïence. Bon, il y a des petites différences, mais enfin, je pense que vous conviendrez avec moi qu'il y a une reprise, qu'il y a une réécriture. C'est-à-dire que ce rêve de l'œil ébloui, donc qui est une préface à un recueil de photos qui, a priori, il n'est pas censé avoir d'engagement personnel de Pérec. En fait, ce rêve réinscrit ou encrypte, c'était un mot qu'il aimait bien, donc sous le signe du trompe-l'œil, le désir de la présence, évidemment de l'enfance vécue avec la mère, le désir déjoué de cette présence, ce souvenir rêvé de W qui est écrit, hein, vous l'avez vu, au conditionnel. Évidemment, la mère est morte en déportation, donc c'est un souvenir qui est tout à fait imaginaire. Et de manière aussi frappante, me semble-t-il, le texte de cette préface, il se clôt sur un tressage, alors implicite, mais un tressage quand même assez similaire entre le biographique et puis le trompe-l'œil, donc la question du manque biographique, et puis celle du trompe-l'œil, hein, c'est la préface d'un livre de trompe-l'œil. Donc je lis le début. Sur le mur vandalisé du trompe-l'œil de l'hôtel Balestra à San Remo, il nous arrivera ainsi d'oublier les graffitis, la croix gammée, les éclaboussures, les barbouillages, les taches d'humidité. Alors, j'imagine en tant qu'acheteur, lecteur d'un livre de photographie, vous lisez la préface, a priori vous partez de l'idée que cette préface va vous dire des choses sur l'œuvre photographique qui suit. Alors, à la fin du livre, il y a une liste de légendes. Et en fait, si on consulte cette liste, on constate qu'aucune photo n'a été prise à San Remo, que d'ailleurs aucun des trompe-l'œil du livre ne correspond à cette description. Autrement dit, cette chute trompeuse, c'est un trompe-l'œil verbal du préfacier, hein, c'est une ruse textuelle. Il renvoie tout simplement à une photo absente, donc qui répond aux ruses visuelles de la représentation dont il parle. Hein. C'est un recueil de trompe-l'œil. Et puis c'est aussi bien sûr le lieu d'un discours personnel, d'un encryptage biographique, avec cette mention de la croix gammée. C'est-à-dire, je me demande si finalement cette disparition de la photo décrite du livre, hein, la préface se clôt sur le renvoi à une photo absente, n'est pas une manière d'inscrire obliquement la mémoire de sa mère disparue, hein, elle aussi complètement effacée, morte en déportation. Donc je suis passée par ces trois éléments pour montrer, enfin c'est du moins l'hypothèse que je propose, que
le discours autobiographique de Pérec, lorsqu'il use des ressources de la photo, comme il est forcément oblique, lacunaire, il l'attire forcément du côté du faux, ou du moins de l'incertain, c'est-à-dire finalement il fait du trompe-l'œil la photo exemplaire. Alors pour terminer, je voudrais approfondir un petit peu cette idée-là en allant du côté de l'idée aussi de rupture. Il y a donc, la photo, c'est une découpe hein, par définition. Donc il y a de la rupture, il y a du manque, on l'a vu. Et ça se perçoit notamment avec une autre série, alors qu'on peut peut-être regarder un petit peu maintenant, la clôture. Pérec a écrit, donc je l'ai déjà un petit peu dit, de la poésie très difficile avec des contraintes où il part d'un stock de lettres, et puis chaque vers du poème va être une anagramme de cette série. Donc on a des textes qui sont à peu près opaques, et l'un de ses poèmes, la clôture, porte, alors évidemment de manière très très abstraite, sur la rue Villain, à Belleville, où il a vécu enfant, donc très brièvement avec ses parents, et qui, à la fin des années 70, a été détruite. Donc c'était un quartier très pauvre, considéré comme insalubre, et donc il y a eu une grande opération de rénovation urbaine. Et aujourd'hui, si on cherche la rue Villain sur un plan, il reste un tout petit morceau de rue, un tout petit escalier. Enfin, on peut dire qu'elle a disparu en fait de Paris. Et il a demandé à une amie photographe, Christine Lipinska, de photographier cette rue en train d'être détruite. Donc là, vous avez... donc la série est plus importante, donc là, vous avez quelques photos. Vous remarquerez que la deuxième, bon, elles vont repasser, hein, coiffure d'âme, apparemment, c'est une trace du salon de coiffure qu'avait tenu sa mère, donc au 24 de la rue Villain. Et donc cette série, elle joue de manière encore plus forte peut-être que les Polaroids sur ces idées de découpe, de coupure, d'absence, de manque. Alors il y a bien sûr la disparition de tout un quartier de Paris. On peut peut-être penser à un autre grand texte littéraire qui a ce genre de motif, c'est le poème de Baudelaire hein, qui s'appelle Le Cygne, avec ce vers très beau et très célèbre, hein, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Alors là, Baudelaire, lui, était face à une autre grande opération urbaine, celle du baron Haussmann sous le Second Empire, mais bon, Paris, à la fin des années 70, au début des années 80, ça n'en était pas très loin. Et ce livre, l'édition originale, c'est un livre d'artiste. En fait, c'est un coffret où les poèmes et les photos sont imprimés sur des feuillets, sur des pages isolées. Donc, il n'y a pas de reliure. Donc, là aussi, c'est une manière d'introduire de la rupture, de la discontinuité dans l'œuvre. Et puis, encore plus, alors c'est une chercheuse qui s'en est aperçue à la toute fin du XXe siècle. Donc, vous voyez le coiffure d'âme, donc inscription presque effacée. Hein. C'est une des rares traces qui restent finalement de la vie de sa mère. Donc, il y a 17 poèmes. Et Pérec a rédigé un appel de souscription quand ce livre d'artiste est sorti, où il dit il y a 17 poèmes, 17 photographies. Donc, on comprend bien l'idée. Et en fait, donc une chercheuse s'est aperçue qu'il n'y a pas 17 photos, il y en a 16. Et aucun des heureux propriétaires de ce coffret s'était posé la question et donc ne s'en était aperçu. Donc on voit que la rupture, elle joue vraiment à tous les niveaux. Donc dans la composition des images, donc aussi à cette rupture fondamentale qui est liée à l'association du texte et des images. Hein, c'est pas les mêmes types de signes. Et puis, il y a cette question toute matérielle de structure. Donc, à 17 poèmes, répondent simplement 16 photos. On ne sait pas dans quel ordre, d'ailleurs, hein, les photos ne sont pas numérotées. Et si vous les regardez, vous voyez que les marques de la rupture, de la découpe, ils sont récurrentes au moins autant que dans les Polaroids. Donc, vous avez ces portes fermées, les fenêtres murées. Donc, ici, des grillages hein, qui interviennent par-dessus. Donc, évidemment, là, la rue va être détruite. Donc, elle a été complètement murée, bouchée, en fait, d'un bout à l'autre. Alors, c'est peut-être, alors je ne sais pas si vous avez un petit peu des photos d'Eugène Atget en tête, qui avait fait
une série comme ça, documentaire, là aussi sur le vieux Paris en train de disparaître. C'est peut-être un rapprochement qu'on peut faire. Alors aussi pour se dire qu'il ne s'agit pas simplement de mélancolie, de déplorer la perte d'un quartier parisien. Alors c'est le cas, ça existe, mais il y a aussi ce côté documentaire, cette idée d'épuisement dans les deux cas qui est important. Et puis aussi, vous voyez, la tenue formelle de ces images, c'est vrai, chez Adjé aussi, vous avez ces quadrillages qui reviennent. Donc on a aussi un projet formel qui se dit et qui fait que même si la nostalgie n'est pas absente, évidemment, on n'est pas purement de ce côté-là. Et justement, ces quadrillages qui apparaissent, c'est sur ce point-là que je voudrais terminer, enfin que je vais terminer, parce qu'évidemment, la photo, alors c'est plus vrai pour la photo argentique qui est tirée comme on en voit autour de nous. Il y a une découpe, donc il y a un cadre. Et si on prolonge les lignes en général horizontales et verticales qui constituent le cadre, on aboutit à un quadrillage, à une grille. Donc on le voit d'ailleurs comme motif dans beaucoup de ces clichés. Et puis on le voit aussi, si vous estimez avoir bien regardé ces photos de la clôture, on peut peut-être voir les deux petits extraits du film Récit d'Ellis Island. Et on va retrouver en fait les mêmes motifs qu'on voit dans cette série La Clôture. Être juif, pour lui, c'est continuer à s'insérer dans une tradition, une langue, une culture, une communauté que ni les siècles de la diaspora, ni le génocide systématique de la solution finale n'ont réussi à définitivement broyer. Être juif, pour lui, c'est avoir reçu pour le transmettre à son tour tout un ensemble de coutumes, de manières de manger, de danser, de chanter, des mots, des goûts, des habitudes. Et c'est surtout avoir le sentiment de partager ses gestes et ses rites avec d'autres, au-delà des frontières et des nationalités. Partager ces choses devenues racines, tout en sachant à chaque instant qu'elles sont en même temps fragiles et essentielles, menacées par le temps et par les hommes. Fragments d'oubli et de mémoire, gestes que l'on retrouve sans les avoir jamais vraiment appris, mots qui reviennent, partage fugitif, souvenirs de berceuse, photographies précieusement conservées, signes d'appartenance sur lesquels se fonde son enracinement dans l'histoire, sur lesquels se forge son identité, c'est-à-dire ce qui fait qu'il est à la fois lui et identique à l'autre. C'est cette permanence de son histoire, sa résistance, sa ténacité, sa pérennité, que Robert Bobert est venu éprouver sur Ellis Island et retrouver, sous les traces laissées par ceux qui passèrent ici, sous les témoignages que nous allions recueillir, l'image du grand-père de sa mère, qui quitta en 1900 son village de Pologne pour aller en Amérique, mais attrapa le trachome lors de la traversée et fut refoulé. Peut-être les Juifs, peuple sans terre, depuis presque toujours voués à l'exode, à la survie au milieu de cultures différentes de la leur, étaient-ils plus sensibles que d'autres à ce qui était pour eux en jeu ici. Mais Ellis Island n'est pas un lieu réservé aux Juifs. Il appartient à tous ceux que l'intolérance et la misère ont chassés et chassent encore de la terre où ils ont grandi. Donc vous avez vu, il parle de Bobert et c'est la voix de Pérec. Hein. C'est Pérec lui-même qui dit son commentaire. Merci beaucoup. Donc, alors ce sont deux tout petits extraits. Enfin, le film n'est pas très long, hein, c'est 1 heure à peu près. C'est pas tout à fait
un long métrage pour vous montrer comment ça se passe. Donc, alors moi, je ne suis jamais allée à Ellis Island. Il paraît que le musée a été rénové, que maintenant c'est assez beau et propre, mais oui, vous témoignez. Donc à l'époque, c'était vraiment, le lieu était lui-même en ruine, quoi. Et donc cet aspect-là, je pense, les a intéressés l'un et l'autre. Et vous voyez à quel point la caméra donc de Baubert, mais c'est un projet qu'ils ont conçu ensemble, insiste sur ces motifs du quadrillage, de la grille, parce qu'il y a des grillages. Vous avez vu aussi qu'il y a des photos in situ dans l'espace, alors qui sont pour la plupart des photos d'un photographe du 19e siècle qui s'appelle Lewis Hine. Et parfois, avec des jeux de mise en abîme, il y a aussi des barreaux, des grilles dans la photo, et puis on a l'impression que ça se prolonge dans le décor du centre d'immigration. Alors bien sûr, ces motifs-là, on peut les commenter de différentes façons. Alors si on repense à ces photos de Christine Lipinska, on peut se dire que toutes ces grilles, et je pense que c'est valable aussi pour les photos de la cuisine de Blaufuchs, des fenêtres là au bout de ce mur, c'est une manière d'inscrire à l'intérieur de l'image la découpe du cadre, donc la construction même, le principe même de la photographie, de la construction photographique, hein, puisque le cadre en définit les limites matérielles, enfin, de manière plus nette lorsqu'elle est argentique. Puis tout cliché, au fond, c'est un prélèvement sur la continuité du monde. Donc il y a de la rupture dans la photographie. Et inscrire en son sein ces motifs de carreaux, par exemple, évidemment, c'est une manière de donner une consistance visuelle à ce principe même de la photo. Et puis là, c'est particulier à Ellis Island parce qu'on est justement à Ellis Island. Peut-être aussi que, je ne sais pas comment vous recevez ces motifs-là dans ce lieu-là, dans ce contexte-là, mais on peut se dire que toutes ces grilles, tous ces barreaux, ils sont peut-être porteurs des associations qui sont les leurs usuellement, c'est-à-dire des idées de prison, d'enfermement, j'imagine, viennent assez vite, surtout quand on connaît un petit peu l'histoire personnelle de Pérec. Alors, je pense que ce sont des associations qui sont tout à fait assumées par les auteurs. Après, même si on pense au camp, quand on voit ces séquences, il ne faut pas oublier que Ellis Island n'était pas une prison. Et d'ailleurs, Pérec le dit dans son texte, hein, les gens, en fait, y séjournaient très peu. C'était un centre, alors je ne dirais peut-être pas d'accueil, mais bon, un centre de transit, voilà, où il y avait essentiellement une visite médicale. Et c'est vrai qu'à l'époque, évidemment, on ne soignait pas la tuberculose, le trachome, qui est une maladie ophtalmologique. Et donc, le grand-père de Baubert avait été refoulé pour cette raison. Donc, en cas de maladie contagieuse, donc, les gens n'étaient pas admis. Mais donc, statistiquement, il y avait 2 à 3% de refus. C'est-à-dire que c'était plutôt un lieu de transit, alors qui n'était pas très riant manifestement, mais où l'immense majorité des personnes étaient accueillies aux États-Unis et devenaient donc américains à leur sortie de l'île. Bref, je termine là-dessus en disant qu'il me semble que cette idée de la grille photographique, pour l'écriture de Pérec, c'est sans doute la bonne forme visuelle par excellence. Alors, elle est ouverte à ces suggestions biographiques. Et puis, formellement, elle marque aussi bien la cohérence très forte du cadre que la rupture. Hein. Donc, c'est vraiment une sorte d'idéal pour lui. Alors, je conclus vraiment mon propos pour qu'on ait le temps d'échanger, enfin, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. Pour moi, je crois il serait légitime de parler d'un vrai désir photographique à l'œuvre dans l'écriture de Pérec et tout au long de son élaboration, pardon. C'est-à-dire que je crois que la photographie, parce qu'elle produit des images qui sont par définition tronquées, hein, des prélèvements construites par des coupes, elle ne peut que rejoindre les démarches d'une écriture qui est elle-même habitée par la pensée de la disparition, de la perte, de la rupture, du faux aussi. Alors on pourrait d'ailleurs le dire à l'inverse, c'est-à-dire que les traits caractéristiques de l'écriture de Pérec, de sa poétique, se trouve que ce sont aussi des traits définitoires de la photographie, en tout cas de la photo argentique, hein, au sens où toute photo donc, est loin du réel, c'est une représentation, elle est construite par des coupes, donc
en un sens, elle donne doublement figure à l'absence. C'est l'empreinte fragmentaire d'un réel disparu, donc en tout cas pour ces photos d'autrefois, donc qui sont effectivement d'un point de vue physico-chimique une empreinte. Et il me semble que c'est quelque chose qu'on trouve vraiment à l'œuvre dans les photos de Blaufuchs qui nous entourent dans sa série de 21, mais pas seulement. Voilà, donc sur cette suggestion, je vous remercie de votre attention.